Imaginez une femme qui disparaît mystérieusement de chez elle, laissant derrière elle un mari désemparé et 2 jeunes filles. Son mari, ancien joueur de rugby devenu professeur, était impliqué dans une liaison pas si secrète avec l'une de ses élèves, qui a emménagé chez lui quelques jours à peine après la disparition de sa femme. Malgré des circonstances manifestement suspectes, l'enquête de police a été insuffisante, laissant sa disparition entourée de mystères. L'affaire est restée non résolue pendant des décennies jusqu'en 2018, lorsqu'un podcast d'un journaliste a suscité un regain d'intérêt et a mis en lumière de nouveaux éléments de preuve. C'est une histoire d'intrigue, de secrets et d'un mystère non résolu qui ne demande qu'à être élucidé. Ceci n'est pas une œuvre de fiction. Voici l'histoire vraie et glaçante de Lynette Dawson, une mère et épouse dévouée qui a disparu de son domicile à Bayview, une banlieue pittoresque de la région des Northern Beaches à Sydney le 9 janvier 1982. Christopher et Lynn Dawson, amoureux du lycée, ont fréquenté respectivement le Sydney Boys High School et le Sydney Girls High School. Ils ont échangé leurs vœux le 26 mars 1970, tous deux âgés de seulement 21 ans, impatients de commencer ensemble une nouvelle étape de leur vie. Ils ont eu la chance d'avoir 2 beaux enfants et semblaient vivre un mariage heureux. Christopher Dawson, un homme aux multiples talents et au charme indéniable. Dans les années 1970, il était un joueur de rugby célèbre, admiré de beaucoup. Il s'est même essayé au mannequinat. Après avoir raccroché ses crampons de rugby, il s'est reconverti dans l'enseignement dans un lycée de Sydney, travaillant aux côtés de son frère jumeau. Sa personnalité charismatique et son physique remarquable ont fait de lui une figure marquante de la communauté. Lynn, une femme rayonnante, travaillait comme infirmière au centre de garde d'enfants de Warriewood, gagnant le respect de ses collègues et l'affection de ses amis et de sa famille. Une famille en apparence idyllique mène une vie ordinaire. Cette harmonie fut radicalement bouleversée en 1979, lorsque Christopher commença à enseigner dans un lycée de Sydney avec son frère jumeau, Paul Dawson. Là-bas, une élève de 16 ans nommée Joanne Curtis attira son attention. Il était son professeur d'éducation physique. Il l'a abordé dans la cour et lui a avoué son attirance. Ses avances et son engouement pour elle ne faisaient que s'intensifier. En 1980, elle a accompagné Dawson dans un centre de remise en forme pour l'aider à préparer la fête de l'école et, lors d'une pause, il a posé ses mains sur sa jambe. Joanne Curtis, née le 11 février 1964, était la plus jeune de 3 sœurs. Ses parents ont divorcé en 1977 et sa mère s'est remariée peu de temps après. Elle trouvait son beau-père abusif et contrôlant. Sa mère et son beau-père buvaient beaucoup et leurs disputes fréquentes créaient une atmosphère tendue à la maison. Elle trouvait du réconfort et de la tranquillité auprès de Dawson, qui semblait vraiment tenir à elle, la couvrant de cadeaux et d'affection. Avec le temps, elle passait davantage de temps avec lui et il l'a invitée à garder ses enfants. Il glissait des mots d'amour dans son sac d'école, qu'elle découvrait après son cours de biologie. Elle a gardé précieusement certains de ces mots pendant des années. Dawson lui a aussi appris à conduire dans son quartier, ce qui l'a aidé à obtenir son permis de conduire. Il était clair que cette relation n'était pas typique entre un professeur et son élève. Très vite, il venait la chercher tous les vendredis soirs, s'arrêtait dans une supérette pour lui acheter des chocolats, puis faisait de nombreuses pauses pour des moments intimes dans sa voiture. Leurs rencontres intimes ne se limitaient pas à sa voiture. En 1980, ils ont passé le réveillon du Nouvel An ensemble, partageant des moments intimes chez lui, à l'université de Nouvelle-Angleterre, chez son frère Paul Dawson et même chez la sœur d'elle. Ils ont également eu des moments intimes dans son bureau ou chez lui lorsque Lynn dormait ou prenait sa douche. Il a demandé à plusieurs reprises Joanne Curtis en mariage, bien qu'il soit toujours marié à Lynn. Pour ses 17 ans, il lui a offert une carte disant « La plus belle fille du monde pour son 17e anniversaire ». Pour la Saint-Valentin, il lui a offert une carte disant « Le bonheur que tu m'as donné restera avec moi pour toujours ». Elle se souvient s'être sentie chérie et comprise, un contraste frappant avec ce qu'elle ressentait dans son foyer difficile. Sa vie à la maison devenait de plus en plus tumultueuse. Elle trouvait les accès de colère de son beau-père profondément angoissants et essayait d'éviter tout contact en se confinant dans sa chambre, porte fermée. À la fin de 1981, elle a commencé à vivre chez les Dawson en échange de son aide pour garder leurs enfants.
Les amis de Lynn l'ont mise en garde contre cet arrangement, mais elle a choisi de faire confiance à Christopher Dawson. Il a été rapporté que Christopher Dawson a commencé à préparer des boissons alcoolisées pour sa femme le soir, et quand elle s'endormait, il avait des moments intimes avec Joan Curtis dans la maison. Les soupçons de Lynn sont nés quand elle a surpris Joan Curtis nageant seins nus dans sa piscine, alors que Dawson était présent dans la maison, mais dans une autre pièce. Ses voisins et sa mère, Elena Sims, l'avaient prévenu sur la relation entre Joan Curtis et Chris, et elle savait son mariage menacé. Elle était désespérée de sauver son mariage. En novembre 1981, Lynn a confronté Joan Curtis chez elle lorsqu'elle est rentrée du travail. Lynn a dit, je cite, « Tu as pris des libertés avec mon mari ». Joan Curtis a compris que cela signifiait que Lynn savait qu'elle avait une relation intime avec son mari. Elle a déménagé cette nuit-là. Un tournant. Nous étions en 1981. Vers le 22 décembre, Christopher Dawson et Joan Curtis ont tenté de fuir ensemble dans le Queensland. Il espérait commencer une nouvelle vie avec elle, laissant derrière lui sa jeune famille. Elle est tombée malade et sa famille lui manquait, alors ils sont rentrés à Sydney pour passer Noël ensemble. Pour la première fois, il n'a pas passé Noël avec sa famille. Joan a annoncé à Christophe vouloir rompre. Christophe ne voulait pas que cela arrive. Il avait une obsession dominante pour elle et était terrifié à l'idée de la perdre. Après que Christophe soit revenu de son voyage, Lynn voulait sauver leur mariage et ensemble, ils ont pris rendez-vous pour une thérapie de couple. Le 8 janvier 1982, après que Lynn soit revenue d'une séance de thérapie de couple, elle a eu un appel téléphonique avec sa mère, Helen Sims. Helen Sims a noté dans son journal que Lynn semblait légèrement étrange pendant l'appel et elle a dit, je cite, « Mon mari m'a servi une délicieuse boisson et tout va très bien se passer. » Lynn a convenu de retrouver sa mère le lendemain à North Bridge Baths, où son mari travaillait comme maître nageur. Desperation. Le 9 janvier 1982, Chris affirme avoir déposé sa femme à un arrêt de bus de Monaval pour qu'elle puisse aller faire des courses dans le quartier de Chatswood. Lynn était attendue au bain public de Northbridge à tout moment. Cependant, Lynn n'est pas venue retrouver sa mère, son mari et ses enfants lors du pique-nique familial. En attendant, Chris s'est éloigné pour prendre un appel. Lorsqu'il est revenu, il a affirmé que Lynn venait de l'appeler et avait dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour se concentrer sur elle-même. Au début, bien qu'elle ait été surprise, sa mère n'avait aucune raison de douter de Chris. Au fil des jours, la mère et les amis de Lynn sont devenus de plus en plus inquiets, car Lynn attendait avec impatience plusieurs événements à venir, comme le premier jour d'école de sa fille, un anniversaire qu'elle avait prévu pour sa mère, et son lieu de travail n'a reçu aucune notification de son absence. C'était très inhabituel de la part de Lynn. Lorsque Dawson a été interrogé, il avait toujours une explication qui semblait apaiser leurs inquiétudes dans une certaine mesure, comme, je cite, « Oh, Lynn m'a appelé ». Elle avait besoin de temps pour réfléchir ou elle avait été vue dans un centre commercial. Elle lui faisait confiance car il était de la famille. Elena a consigné tous ces événements dans son journal intime. La suspicion grandissait. Finalement, la famille de Lynn est devenue très méfiante parce que Chris semblait être le seul à qui Lynn parlait, et ce n'était pas dans ses habitudes. La famille de Lynn, croyant qu'elle était quelque part dehors, est partie à sa recherche. Elena Sims a contacté tous les hôpitaux et maisons de soins de chaque État, y compris en Nouvelle-Zélande. Elle a également contacté toutes les polices d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ses recherches n'ont rien donné. Lynn n'avait pas de passeport. Il n'y avait aucun signe qu'elle ait quitté le pays. Elle n'a pas demandé de carte médicale. Elle n'était enregistrée comme infirmière nulle part. Malheureusement, ils n'ont pas pu trouver les réponses qu'ils cherchaient. En revanche, seulement 2 jours après la disparition de Lynn, Joan a emménagé chez les Dawson et a pris le rôle de femme de la maison. Chris disait à ses filles que Lynn n'était que leur mère de fiction. Finalement, il a épousé Joan Curtis en 1984. La famille de Lynn a découvert plus tard que Chris avait épousé son élève de lycée avec l'alliance de Lynn. Cela a profondément bouleversé Elena, les frères et sœurs de Lynn et la plupart de ses amis. Ils ont également commencé à devenir extrêmement méfiants quant aux véritables intentions de Chris et se sont demandé s'il avait joué un rôle direct dans la disparition de Lynn. Le mariage de Joan et Chris n'était pas heureux.
Elle se décrivait comme l'esclave de remplacement, l'esclave sexuelle, la femme de ménage, la belle-mère et la baby-sitter. Elle ne voulait pas être là, elle aspirait à être une jeune fille de 18 ans avec ses amis. En 1990, malgré le fait qu'ils aient eu un enfant ensemble, Joanne a divorcé de Chris. Et presque immédiatement, elle est allée voir la police, exprimant des inquiétudes car elle soupçonnait qu'il avait joué un rôle sinistre dans la disparition de Lynn. Elle a également révélé un détail glaçant. Elle avait une fois surpris Christopher Dawson en train de discuter de la possibilité d'engager un tueur à gages, bien qu'il ait finalement renoncé à ce plan. Elle se souvenait que Dawson appelait son ex-femme « grosse » en sa présence et chantait des chansons sur son manque d'attrait. Les collègues de Lynn se sont également manifestés et ont mentionné avoir vu un bleu sur le cou de Lynn. Cela a ensuite été confirmé par sa fille. Joanne a également déclaré que le jour de son mariage avec Christophe, il lui a mis les mains autour du cou. Un an plus tard, en 1991, Jeanne est retournée à la police pour donner plus d'informations. Elle a réfléchi à ses expériences en tant qu'élève dans cette école. Certaines enquêtes ont été menées, mais elles n'ont finalement abouti à rien et se sont révélées non concluantes. Cependant, cela a été signalé au coroner de l'État pour enquête. Fait surprenant, en 2001 et 2003, deux coroners ont conclu que Lynn Dawson avait été assassinée par une personne connue, très probablement Christopher Dawson, et ont formulé de fortes recommandations en faveur de poursuites judiciaires. Les deux fois, le directeur des poursuites publiques a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites. Comme l'affaire restait non résolue, en 2015, l'unité des homicides non résolus de la police de la Nouvelle-Galles du Sud a rouvert l'enquête sur le meurtre présumé de Lynn. 3 ans plus tard, en 2018, un podcast intitulé « L'animal de compagnie du professeur » s'est concentré sur cette affaire, réexaminant les preuves, le mobile et les déclarations des témoins. Ce fut un énorme succès, téléchargé 60 millions de fois dans le monde entier. Le podcast a joué un rôle déterminant dans la réouverture de l'enquête sur la disparition de Lynn Dawson. Cela a relancé l'enquête en ajoutant un examen minutieux et une pression publique pour résoudre une affaire non résolue depuis près de 40 ans. En décembre 2018, Christopher Dawson a été arrêté. Lui et son frère Paul auraient tous deux régulièrement eu des comportements sexuels illicites avec des élèves féminines dans leurs écoles respectives. Chris aurait également été l'un des 6 enseignants masculins qui s'en prenaient aux élèves du lycée Cromer. En raison de la notoriété de l'affaire, la défense de Dawson a opté pour un procès sans jury. Procès devant juge seul. Pour Michael Dawson, sur l'accusation qu'aux alentours du 8 janvier 1982, à Bayview, vous avez assassiné Lynette Dawson. Je vous déclare coupable. Le 30 août 2022, Dawson, alors âgé de 74 ans, a été reconnu coupable du meurtre de son épouse, Lynn, à la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud. Ce verdict a été considéré comme un précédent choquant à l'époque par beaucoup, car Dawson a été condamné sans aucune preuve matérielle, comme un corps, des restes ou des données médico-légales pour renforcer l'argumentation de l'accusation. Le juge Harrison a passé 5 heures à expliquer pourquoi il a déclaré Dawson coupable. Il a découvert que Dawson avait menti à plusieurs reprises, notamment au sujet de sa relation avec Joan Curtis, de son intention de raviver sa relation avec sa femme et au sujet des appels qu'il aurait reçus de Lynn après sa disparition. Harrison a rejeté les prétendues apparitions de Lynn comme étant totalement peu fiables et a trouvé un ensemble de preuves extrêmement convaincantes pour réfuter l'idée que Lynn Dawson avait simplement quitté sa famille. Il était convaincu, sans l'ombre d'un doute, que la mort de Lynn Dawson était le résultat d'un acte délibéré et volontaire de Chris Dawson. Cette affaire serait restée non résolue sans le travail révolutionnaire d'un journaliste et de son podcast. The Teacher's Pet, publié en mai 2018, a exposé les failles de l'enquête policière initiale et révélé des preuves et témoins désignant la culpabilité de Christopher Dawson. Le podcast a révélé l'ampleur choquante des abus sexuels et de l'exploitation qui ont eu lieu au lycée Cromer, impliquant Chris, son frère jumeau Paul, ainsi que d'autres enseignants. Le podcast a déclenché un tollé public et une tempête médiatique, poussant les autorités à poursuivre l'enquête et à rendre justice à Lynn. Le podcast a rencontré plusieurs défis et controverses au cours de son parcours.
Il a été menacé légalement par les avocats de Christophe Dawson qui soutenaient qu'il était préjudiciable et diffamatoire. Il a aussi été scruté par des médias et experts qui ont mis en doute son exactitude, son éthique et son influence sur le procès. Suite à une ordonnance du tribunal interdisant toute nouvelle publication pouvant influencer le jury, le podcast a cessé sa production et retiré certains épisodes de son site. À la suite du verdict, Christopher Dawson a été condamné à 24 ans de prison avec une période de sûreté de 18 ans. Il continue de clamer son innocence et a déposé une demande d'appel. Il purge sa peine au centre correctionnel de Long Bay. Les médias ont été essentiels pour révéler les crimes de Christopher Dawson et obtenir justice. Cependant, American Nightmare de Netflix critique aussi la police moderne. Il met en lumière le refus de la police de croire à l'enlèvement d'une femme, influencé par des films hollywoodiens comme Gone Girl et par les médias américains qui présentent au mieux des récits spéculatifs, au lieu d'un véritable journalisme d'investigation. Dans les deux cas, les médias ont façonné l'opinion publique et influencé les procès. Mais les issues ont été radicalement différentes, démontrant que les médias peuvent à la fois aider et entraver la quête de justice. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des affaires non résolues les plus célèbres d'Australie. Nous espérons que cette série vous a apporté un éclairage sur la complexité des enquêtes criminelles et la quête de justice. Nous souhaitons connaître votre avis sur cette affaire. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette série, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains épisodes. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez vigilants et cherchez toujours la vérité.